La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus depuis l'Atrium pour votre TVR BPGO Business Club avec des images de notre plateau, images signées il y a quelques minutes par Emmanuel Loiseau pour ces très belles images de cet écrin, comme nous disons très souvent, cher Maurice Bourrigaud, directeur général de la BPGO, car vous le savez, l'économie décryptée par ceux qui la font, eh bien c'est ici, chaque mois avec des personnalités économiques, personnalités politiques, comme ce soir. Merci également à Sophie Langouette-Prigent. Vous êtes la vice-présidente de la fondation de l'Université de Rennes 1 et à vos côtés, merci à vous Sébastien Gallaudet. Vous êtes le directeur régional Pays de Loire, Bretagne, de l'AG2R, la mondiale. Et nous sommes ensemble pour parler de quelque chose de très important qui s'est passé, vous le savez, cette sidération de la Covid-19, cette économie qui s'arrête, nos incertitudes, nos craintes d'une crise sanitaire qui passe à une crise économique, une crise sociale. Eh bien, nous avons décidé durant 2 semaines d'interroger le président de l'exécutif du Conseil régional de Bretagne pour nous dire, dans une première émission, comment l'exécutif a traversé cette période très critique. Quels ont été les moyens? Et puis, montrer peut-être qu'au-delà d'une certaine verticalité nationale, on a vraiment vu l'impact important d'avoir aussi des responsables locaux sur le terrain pour mener ce véritable combat sanitaire. Et puis, la semaine prochaine, nous envisagerons une autre émission avec ce slogan « Tous à la relance ». Je vous demande d'accueillir le président de la région Bretagne, Loïg Chéné-Girard. Président, merci d'avoir accepté cette invitation. Je parlais de sidération avant d'écouter les chroniqueurs poser leurs questions. Pensiez-vous un jour, vous qui êtes un acteur politique, avoir à mener un tel combat? Ça dépensait vraiment tout ce qu'on pouvait imaginer. On s'attend toujours à des catastrophes qui vont nous tomber sur le nez, mais celle-ci, effectivement, on ne s'y attendait pas par son ampleur et sa durée, et par la transformation que ça va générer derrière. Et effectivement, on a tous vécu ça de manière impressionnante, mais c'est comme un crash lent. Ça a commencé en mars 20, ça a peu arrêté en juin-juillet 20, ça a repris en septembre pour une nouvelle année, et ça a repris encore pour une 3e rentrée scolaire, enfin 18 mois après. Donc on a vécu ça avec à chaque fois des nouvelles séquences, des nouveaux moments, et une courbe d'apprentissage, comme dans n'importe quelle crise, qui nous a permis d'avancer. La première question, Maurice Bourrigaud, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Merci Stéphane. Président, derrière le président, il y a un homme. Comment allez-vous, vous et votre famille? Comment allez-vous, tout simplement? Alors, pas votre famille politique, parce que ça, on le sait, mais votre famille tout court, vos enfants Bon, écoutez, moi, je vais très bien. Ma famille va très bien, et c'est un vrai plaisir que d'aller bien, parce que quand on a un engagement politique, il vaut mieux que la famille aille bien. Et on va d'autant mieux que la rentrée est derrière nous, que l'année dernière est derrière nous, et tout le monde a tenu, et c'est très important. Et après, sur la famille politique, effectivement, il y a des remous, mais en Bretagne, il y a des fondamentaux, il y a des hommes et des femmes qui s'organisent, qui se structurent, qui se préparent à l'avenir. Je pense que c'est important. Sophie Langouette-Prigent. Vous avez été particulièrement proactif au sujet de la vaccination, en voulant faire la Bretagne une des premières régions vaccinées. Est-ce que la crise a changé votre regard sur la science et la recherche? Et quelle est votre politique à l'avenir sur ce domaine? La crise a conforté ma conviction que la science
doit être promu comme étant la base de la conviction politique. Et on est dans une période où effectivement nous avons des prophètes politiques qui sont plus ingénieurs que les ingénieurs, plus scientifiques que les scientifiques et plus médecins que les médecins. C'est toxique et c'est dangereux. Et nous avions installé lors de la Brest COP, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une éternité quasiment, il y a 3 ans, nous avions installé un comité scientifique pour nous accompagner sur les sujets d'algues vertes, pour nous accompagner sur les sujets de pesticides, pour nous accompagner sur les sujets de bien-être animal. Parce que le bien-être animal, prenons cet exemple, ce n'est pas un homme politique qui peut vous dire si on est conforme aux standards en vigueur ou si nous sommes en dehors des normes en vigueur. C'est bien un travail qui est fait par des hommes et des femmes dont c'est le métier. Et il faut qu'on réaffirme cela. Et la crise m'a convaincu d'une chose, c'est qu'on doit remettre de la science à l'école, remettre de la science tout au long de la vie pour faire en sorte que chacun ait un petit vernis et qu'on ne se laisse pas attraper par les réseaux sociaux, par l'émotion ou quelquefois par les politiques. Sébastien Gallaudet. Stéphane évoquait la verticalité du pouvoir et on a vu quand même que les élus, la région, ont été en première ligne, notamment pendant cette crise. Comment vous comptez capitaliser justement sur cette capacité d'action des élus et du territoire pour répondre aux enjeux à venir ? Comment capitaliser ? D'abord, comme dans vos entreprises, j'imagine, dans les périodes de crise, on a une organisation qui est différente par rapport à la vie par temps de mer calme. Et là, on est en train de se réorganiser pour se remettre dans un dispositif qui permette à chacun de retrouver son poste, sa place. Et on essaye, j'imagine, comme dans vos entreprises, de se nourrir de cette crise pour réinventer notre organisation. Après, effectivement, nous avons eu la chance, les présidents de région, d'être au bon moment, dans le bon job et de saisir cette période pour pouvoir montrer notre savoir-faire. Et l'objectif, bien entendu, est de capitaliser là-dessus pour montrer à nos concitoyens que les élus de la République, ils servent aussi à ça, c'est-à-dire à tenir dans le gros temps et à assumer leurs responsabilités aux côtés des entrepreneurs, de l'État, des services de santé pour faire en sorte que la société tienne. Et puis de montrer aussi au gouvernement, celui-ci, celui d'après, et celui d'après, et celui d'après, puisque le mandat va se finir en mars 28, c'est une éternité, que les régions peuvent être une solution dans cette République, que nous pouvons organiser les choses avec, encore une fois, un État qui assume les grands sujets régaliens sur lesquels on l'attend, et d'ailleurs sur lesquels on l'attend encore plus. La justice, la sécurité, le logement, la sécurité de l'emploi, la sécurité de la vieillesse, c'est des sujets sur lesquels on attend beaucoup l'État et sur lesquels les politiques font beaucoup de promesses. Et d'autres sujets sur lesquels les collectivités, notamment les régions, sont plus compétentes que l'État, plus capables d'interagir avec leur milieu, plus capables d'agilité et de prise de décision rapide. Vous avez eu, durant cette crise, début 2020, cette volonté aussi de rester en contact avec l'ensemble des présidents de régions de France. C'était pas facile, il fallait apporter des réponses très concrètes. Je pense notamment aux masques. Certaines entreprises inventaient, changeaient un peu de secteur d'activité. Vous essayez de trouver réellement des masques. Ça n'a pas été chose facile, alors que tout le monde en voulait. Quels souvenirs vous avez de cette période ? Ce sont des souvenirs d'abord d'intenses émotions parce qu'on a tous mouillé le maillot pour effectivement activer nos réseaux et trouver des masques, à l'époque en Chine. 2 anecdotes. Valérie Pécresse qui nous met sur la boucle WhatsApp un soir à 23h qu'elle a trouvé, je ne sais plus combien, 40, 50, 60 millions de masques et qu'il fallait dire go dans la demi-heure pour que l'avion puisse partir le plus vite possible. C'est des moments où... Quand on connaît le code des marchés publics et qu'on connaît l'organisation de nos collectivités, les décisions que l'on a pu prendre, il a fallu les prendre en assumant nos responsabilités et en se disant si on est 13 à prendre la même décision, si le juge nous attrape, on sera 13. Voilà. Mais on voit bien que les lois ont permis et les règles ont été modifiées pour tenir compte de la crise. Puis une deuxième anecdote qui montre la maladie de notre pays, c'est quand sur le tarmac d'un aéroport de Bourgogne-Franche-Comté, de mémoire, l'armée est venue saisir les masques que Marie-Guy Dufay était en train de recevoir. Je ne sais pas si vous imaginez l'image. La région Bourgogne-Franche-Comté reçoit ces masques, l'armée débarque, débarque et dit « je saisis les masques pour le compte de l'État », qui n'arrivait pas lui-même à trouver des masques. Donc là, on a vécu des moments hallucinants, des moments qui nous ont valu des explications d'ailleurs avec Édouard Philippe à l'époque, et puis des moments où nous avons su que nous avions la capacité de faire des choses. Mais pas contre l'État, je le redis. À côté, on est une équipe, on doit être un pack public.
depuis l'Europe jusqu'au maire. C'est comme ça qu'on peut y arriver. Si les élus, et je me mets dedans, s'organisent en disant on est meilleur que la strate supérieure ou que la strate inférieure, et suivez-moi, ça va être génial, finalement on fait du populisme. Il faut travailler ensemble, affirmer qu'il y a des réorganisations possibles, affirmer qu'il y a des collectivités plus compétentes que d'autres pour certains sujets, et puis, encore une fois, faire équipe, sinon le citoyen ne comprend plus rien. Maurice. On vous voit à la baguette, on vous voit sur le terrain très très proche des entreprises. Vous êtes un patron de région, peut-être comme en Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, patron de région pragmatique, soucieux que l'économique marche bien, etc. Dans votre lettre d'amour aux Bretons, le souffle breton, une région pour la République. Alors l'énergie, l'intelligence et la complexité. Et vous soulignez beaucoup le fait que vous avez une mission complexe parce que les gens sont un peu décalés par rapport à ce qui est un peu compliqué à expliquer. Mais justement, je saisis la balle au bond de votre première réponse et de votre troisième réponse. Vous avez une famille politique qui est en train de se structurer, chercher une nouvelle voie. Vous qui stigmatisez un État hyper centralisateur, cette complexité de l'État qui veut tout gérer et qui est beaucoup trop loin de la balle. Est-ce que ce n'est pas une opportunité d'avoir des socialistes à la mairie, à l'agglo, au département et à la région pour que vous preniez une initiative de simplification? Arrêtez ce millefeuille administratif à côté de ce millefeuille qui est un millefeuille de l'administration, mais un millefeuille politique également qui complexifie. On aurait été plus fort probablement en étant plus unis et plus simple avec un patron de région comme un patron de Land en Allemagne. Oui, alors je partage que nous pouvons effectivement nous organiser pour simplifier. C'est pas parce qu'on est tous de la même famille politique qu'on y arrive d'ailleurs forcément aussi bien que ça. Des fois, les meilleurs deals de la Terre peuvent se faire avec des hommes et femmes qui partagent les valeurs de la République, mais qui n'ont pas forcément les mêmes idées politiques. Après, je me méfie de la simplification à l'extrême, y compris en disant on enlève cette strate-là et ça ira mieux. Certainement qu'on peut organiser des choses. Et moi, j'avais plaidé pour l'Assemblée de Bretagne fut un temps. On n'a pas trouvé la fenêtre de tir pour la faire, mais ça peut être une solution. D'autres ont d'autres solutions encore. Certains disent qu'il faut supprimer les régions et ce sera encore mieux. Vous voyez, comme quoi le débat, y compris dans toutes nos familles politiques, droite-gauche confondues, n'est pas si simple. Mais le vrai débat, c'est combien l'État va lâcher de moyens au territoire pour assumer nos compétences. Et le piège, il est redoutable. C'est l'État nous dit, organisez-vous entre vous et ça ira mieux. Et donc on y va, on se chicane entre le bloc communal, les métropoles, les départements, les régions. Mais je vous donne un chiffre, la région Bretagne, c'est 1,7 milliard de budget. Quand je vais en Wallonie, 3,7 millions d'habitants, donc c'est à peu près comparable à la région Bretagne, même à 4, ils sont à 21 milliards de budget. 21 milliards de budget. Et si, admettons, dans une hypothèse d'école, je venais inventer une Assemblée de Bretagne avec le département, par exemple, d'Ille-et-Vilaine, 1 milliard de budget, et les 4 autres départements, 800 millions chacun, je serais très loin encore des 20 et quelques milliards de la Wallonie. Donc le sujet, c'est pas entre nous. Ça, c'est à la marge, finalement. C'est à la marge de l'équation. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce que l'État arrête de faire et transfère aux collectivités locales. Et là, on est dans une période où on dit, si l'État avait plus de moyens, plus de pouvoir, plus de préfets forts, on trouverait mieux des solutions pour sauver les citoyens, les entreprises, les associations dans la crise. Non, je pense que l'État il doit se concentrer sur ses moyens et il doit passer la main pour des pans entiers et pas des pouillèmes et pas des petits bouts. Moi, je ne demande pas à récupérer seulement le train qui va d'Auray à Quiberon. C'est super le tire-bouchon. C'est génial que le ministre me dise allez, je vous donne cette ligne. Mais ce n'est pas ça qui va transformer la Bretagne. Ce qui va transformer la Bretagne, c'est de travailler profondément sur des sujets complets, sujets de l'économie, parce que là, on a beaucoup de choses qui sont remontées, et je pense que vous avez soupé comme moi des appels à projets nationaux et de la course à l'échalote du premier arrivé, premier servi, avec des effets d'aubaine dans tous les sens. Ça pose quand même un problème pour tous et pour tous les citoyens que nous sommes. Le sujet de la santé, le sujet de l'accompagnement des blocs universitaires, le sujet, et il y a des beaux sujets, le sujet, encore une fois, de l'accompagnement du citoyen dans sa vie quotidienne, et notamment le logement. Voilà des beaux sujets sur lesquels on peut avancer. Alors, on a eu le Pinel breton, que tous les banquiers, j'imagine, connaissent, qui a été une opportunité extraordinaire. Merci Édouard Philippe, il nous a entendus, on a réussi à avancer. C'est une expérimentation, mais c'est encore une fois à la marge. Il faut transformer profondément et pas faire de la cosmétique. Sur les marges seulement, ça ne marchera plus. En vous écoutant, on se dit, mais quand est-ce que l'on va intensifier cette
acte de décentralisation. On pense à ce qui avait initié le Célib en son temps, de René Pleven. On attendait un acte 2, voire un acte 3 de cette décentralisation, et on attend pourtant toujours. Mais je pense qu'encore une fois, les Français sont comme d'habitude pleins de contradictions. Ils veulent un État fort, ils pensent que l'égalité républicaine, elle tient dans la main du président de la République, et en même temps, ils s'exaspèrent de cet État un peu embourbé dans ses complexités et attendent de l'élu local des solutions concrètes. Mais on ne pourra pas avoir les deux. Il faut qu'à un moment donné, on comprenne qu'il faut sortir de nos schémas et se dire que des élus qui assument leurs responsabilités, des maires, des présidents de région, qui prennent les paquets globaux et qui assument leurs responsabilités, ça fonctionne. Ça marche dans beaucoup de pays du monde. Ça marche dans beaucoup de pays d'Europe. Et d'ailleurs, regardez les grands groupes, comment ils s'organisent. On voit bien qu'ils ne sont plus hyper centralisés. Le pouvoir horizontal, à partir du moment où il est organisé, avec une vision stratégique, c'est très puissant. Et les 230 régions d'Europe, elles sont minoritairement organisées comme nous. Et d'ailleurs, à chaque fois que je vais à Bruxelles, c'est impressionnant de se dire qu'on a si peu de moyens pour agir. En tout cas, la Covid a montré vraiment l'importance des échelons intermédiaires. Sophie. Donc, je vais revenir sur la crise. Les confinements, ça a complètement révolutionné le travail et ça a boosté le télétravail. Pour que ça fonctionne, il faut une couverture territoriale numérique efficace. Et donc la région est en pointe par rapport au numérique, mais est-ce que vous pensez effectivement que c'est le bon niveau pour développer des actions autour du numérique responsable, protégé? Est-ce que la région et quelles sont les actions de la région en termes de numérique sécurisé et responsable? Alors, le métier de la région, à côté des autres collectivités, c'est d'abord de construire un réseau fibre, un bien commun. On n'a pas eu le choix d'abord, parce que l'organisation en France a fait que les opérateurs ont eu la responsabilité de construire dans les zones dites denses, dites rentables, et les collectivités locales se sont payées leur réseau, et on est en train de le faire, 1,8 milliard pour la Bretagne, et c'est long, et c'est très long, et on sait toutes les raisons, je ne vais pas les reprendre ici. Ensuite, il y a le sujet de ce qui passe dans ces tuyaux, et il y a le sujet des services qu'une collectivité opère. Et enfin, il y a la formation de nos jeunes. La formation de nos jeunes pour qu'ils se rendent compte de ce qu'ils donnent au réseau, de ce qu'ils donnent comme information sur eux. Cette nouvelle monnaie, finalement, cette nouvelle valeur qui est, encore une fois, ma vie, ma date de naissance, ce que je mange, où je vais, où je dors, etc. Et là, c'est de l'éducation. Et après, une collectivité comme la région Bretagne, elle prétend que demain, elle aura un rôle de tiers de confiance. Elle prétend que demain, avec nos outils numériques qu'on est en train de créer, qu'on est en train de préparer, avec notre capacité à faire muter sur des plateformes de serviciels les services publics que vous connaissez depuis bien longtemps, et vous en utilisez tous les jours, ou en tout cas régulièrement, si comme moi vous payez vos amendes sur impôts.gouv.fr, voilà, vous avez un identifiant mot de passe qui est le même que celui qu'on utilisera sur nos plateformes à nous. Si on est tiers de confiance, on peut redéployer des capacités à faire du service public et mieux interagir avec les entreprises. Voilà, ça c'est des sujets passionnants pour demain, mais il faut pour ça, effectivement, sécuriser nos réseaux, de la cyber, de la connaissance, des hommes et des femmes formés, et une interaction de plus en plus forte entre la donnée publique, la donnée privée, et les entreprises qui pourront en faire quelque chose demain. Et pas forcément toujours la collectivité d'ailleurs. Sébastien. Alors on a beaucoup sorti du Covid, parlé aujourd'hui de l'emploi, des territoires. Et il y a quand même un sujet qui nous interpelle, c'est les masques. On a créé des entreprises pour fabriquer des masques. Et semaine dernière, on découvre, en tout cas pour les non-initiés, que les débouchés ne sont pas au rendez-vous. Alors une question assez simple, est-ce que relocaliser en Bretagne est un vœu pieux? Et que peut faire la région pour aider ou en tout cas appuyer les entreprises dans leur modèle économique, notamment quand on est une coopérative? Quand j'étais chargé d'affaires entreprises dans une banque, il y a déjà quelques années, on vendait des produits dits responsables, des produits d'épargne dits responsables. Je me souviens avoir fait des présentations, à l'époque c'était le lancement des plans d'épargne entreprise, etc., en disant voilà, vous avez la gamme responsable, qui en veut? 85% des salariés dans la salle disaient c'est ça qu'on veut. Bon, donc voilà, à l'époque, vous remplissez votre petit papier, vous l'envoyez, et puis il y avait 5% des salariés qui prenaient la gamme responsable. Tout le monde prenait la gamme la plus rentable, la plus rapide, celle qui va vous faire épargner le plus vite possible. C'est ça la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Tout le monde voulait des masques.
Tout le monde dit, la main sur le cœur, il faut arrêter d'importer des masques de Chine. Et donc, toutes les régions de France quasiment ont créé des usines. On en a 5, 6, 7 en Bretagne. Et effectivement, aujourd'hui, quand on regarde les grands comptes, publics et privés, on se rend compte que pour 1 centime, un demi-centime, quelquefois, on fait du sourcing ailleurs. C'est ça la réalité, pour plein de raisons. Alors, il y aura toujours des cas. Ma collectivité achète ses masques en Bretagne dans les 4 entreprises que nous avons validées dans nos achats. Plein d'entreprises privées font cet effort-là. Mais nous avons des grands volumes, des grands flux qui, il faut se le dire, arrivent par bateau et avion aujourd'hui de manière massive. C'est le même débat que l'achat responsable dans nos cantines. On en parlait avec Maurice Bourrigaud tout à l'heure par rapport à ce bel établissement. C'est le même sujet dans nos EHPAD. C'est le même sujet sur, encore une fois, la commande en général et l'acte d'achat. Pour le citoyen, pour l'entreprise, pour la collectivité. Et pourtant, c'est un vrai sujet. C'est tout aussi important que le sujet du carbone. C'est-à-dire que si on veut être une société puissante, si on veut travailler notre souveraineté, eh ben, on a intérêt à se poser des questions de d'où vient le curare, d'où vient le Doliprane, d'où viennent nos puces électroniques. Et on voit que la Jeannet, elle tourne à mi-régime. Et pour des familles, c'est forcément difficile et dramatique. Je ne parle pas de celles qui attendent leur véhicule, je parle surtout de celles qui sont au chômage partiel. C'est compliqué. Et puis, on sait très bien qu'on a des vrais risques, y compris maintenant dans notre alimentation. Si on n'est pas souverain sur notre alimentation, pour avoir tous les débats qu'on veut sur l'environnement, la planète et le développement durable, c'est d'autres qui nous produiront notre alimentation. Donc on pourra dire ce qu'on veut, on ne sera plus maître chez nous. Voilà des beaux sujets. Et ça mérite un travail non pas seulement des politiques, c'est un travail de la société tout entière. Il faut être un peu fier, un peu européen, un peu français, un peu breton, tout ça en même temps, et réfléchir à une stratégie collective et à des boucles vertueuses qui nous feront, encore une fois, progresser en termes de développement. Un développement responsable, global, et ce n'est pas ni un discours politique, ni une nouvelle loi qui nous permettront de le faire seulement. C'est un projet de société. Il nous reste moins de 4 minutes, on va aller... Non, mais très rapidement. Avez-vous été fier aussi de voir la réactivité des entreprises de notre territoire, même des fois en changeant la nature même de leur activité ? Moi, j'ai été très fier de voir des entrepreneurs à la barre qui ont tout fait pour leurs salariés, pour que ça tienne dans des moments compliqués. Et j'ai été fier et ému de voir nos entreprises de l'agroalimentaire. Nos entreprises de l'agroalimentaire, nos agriculteurs, nos marins-pêcheurs. Elles ont fait tenir notre économie. Exactement. Les hommes et les femmes qui ont fait la logistique, les hommes et les femmes qui ont tenu les caisses de supermarché, essentiellement les femmes, dans des moments d'angoisse extraordinaires. Moi, j'ai des souvenirs dans des usines de production agro où les motivations, c'était il faut nourrir la France, avec des ressentis hyper puissants. Moi, j'ai trouvé ça merveilleux. Merveilleux. Il faut se souvenir de ces hommes et de ces femmes à qui on doit beaucoup. On a manqué de PQ, ça a été l'horreur dans les supermarchés, souvenez-vous, hein, l'angoisse. Si on a manqué de steak haché, de lait ou de beurre, je ne vous raconte pas l'émeute. Hein. Maurice. Saint-Brieuc, les éoliennes, les pêcheurs, le poisson, vous avez une vie trépidante. Une minute. Vous qui aimez avoir une autorité bienveillante, ferme, pas de langue de bois, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? De la politique politicienne. Je rappelle que ça fait 10 ans qu'on dit qu'il faut sortir des énergies fossiles. Il faut donc du renouvelable. Ce renouvelable, ce ne sera pas 2 panneaux solaires et 3 éoliennes. On parle de terawatts. On a besoin de terawatts de renouvelables. On le fera qu'avec de l'industrie lourde, notamment du offshore, d'abord posé, puis flottant. 10 ans de concertation et de débat, des autorisations avec des travaux de scientifiques sur la biomasse, notamment la coquille Saint-Jacques. Là, la saison commence. Je souhaite que les coquilles soient belles, soient fermes, soient heureuses, qu'on les mange, que ça marche bien et que nos forages continuent parce qu'on a besoin de ce champ éolien. Et ceux qui disent le contraire, eh bien, qui me disent comment on produit notre énergie et comment on est souverain demain. Il y en a qui se marrent en ce moment, c'est ceux qui nous fournissent le gaz et le pétrole. Eux, ils se marrent parce qu'on continue de se battre en disant bah non, restons comme ça, tout va bien. Non, tout va pas bien. La planète chauffe. On a besoin d'énergie renouvelable et on ne les fera pas, encore une fois, dans le fond de notre jardin avec quelques moulinets. Merci Loïc Chenet-Girard pour cette émission sur ce retour d'expérience de la Covid-19 au regard vraiment aussi de cette mission de président de la région Bretagne. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Nous essaierons d'aller de l'avant avec un peu ce slogan, vraiment tous à la relance. Merci en tout cas Maurice, merci Sophie, merci Sébastien. Rendez-vous la semaine prochaine avec le président de la région Bretagne, Loïc Chenet-Girard, que l'on peut remercier pour sa présence. Merci à vous.
La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.